Bonjour à tous. Nous allons aborder aujourd'hui l'accouchement. Donc c'est un cours qui fait suite à la physiologie de la grossesse, en lien aussi avec l'hygiène de vie de la femme enceinte. Donc suite à la grossesse, on va arriver à l'étape de l'accouchement. Donc on va regarder les différentes phases et puis surtout une fois que le bébé est né, les soins, très rapidement aborder un petit peu ce qu'on va faire au bébé, ce qu'on va mesurer, ce qu'on va évaluer à la naissance du bébé, s'assurer qu'il va bien, qu'il est en bonne santé. Et puis on verra aussi on s'occupe de la maman aussi après, il va y avoir la délivrance, c'est-à-dire l'évacuation du placenta. Et puis bien au-delà, il y aura les suites de couches. Bon, ça on va l'aborder très, très succinctement. Voilà, donc on va voir ça. Alors, première diapositive, une définition. L'accouchement, c'est l'ensemble des phénomènes qui ont pour conséquence la sortie du fœtus. Oui, il va falloir faire sortir ce bébé. Déjà le bébé, en priorité, et après ce qu'on appelle les annexes, c'est-à-dire le placenta et le reste de cordon ombilical. La femme qui est sur le point d'accoucher, qui est en train d'accoucher, qui est sur le point d'accoucher, on l'appelle la parturiente. Alors, diapositive suivante. Le terme. Alors, quand tout se passe bien, on va dire à terme, c'est entre 38 et 42 semaines d'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est l'absence de règles. Donc, ça veut dire au-delà du 8e mois de grossesse, une femme peut accoucher. Entre le 8e et 9e mois. Par contre, si elle accouche avant, on va parler de prématuré. Entre 37 et 28 semaines d'aménorrhée, voire parfois même avant. On ne va pas aborder ça, mais ça, c'est les grands prématurés. Et puis parfois, il y a des femmes qui accouchent au-delà des 42 semaines. On va parler de post-terme. Et en général, on va déclencher l'accouchement au-delà de 42 semaines. Alors, on passe à la diapositive suivante. L'accouchement. Alors, on peut accoucher de différentes façons. De façon spontanée, voilà, quand c'est le terme. Voilà, au niveau hormonal, ça se déclenche, les contractions de l'utérus. Et puis, au bout de quelques heures, la femme va accoucher. En revanche, pour certaines femmes, ça ne se passe pas comme ça, on va être obligé de le déclencher. C'est-à-dire que là, on va intervenir, il va y avoir une intervention des médecins. Le déclenchement, soit parce qu'on a dépassé les 42 semaines d'aménorrhée et qu'il est temps que la femme accouche, et qu'elle a parfois un utérus qui n'est pas très réceptif aux hormones ou qui ne se contracte pas bien, ou pas du tout. L'accouchement ne se déclenche pas, donc on va le déclencher. Et puis parfois, les médecins vont prendre la décision de déclencher même avant terme, dans le cas où il y aurait un risque pour l'enfant ou un risque pour la mère. On va parfois être obligé de déclencher l'accouchement. Alors, souvenez-vous, dans le système dans le système nerveux, endocrinien, je dis n'importe quoi. Dans le système endocrinien, on avait parlé d'une hormone post-hypophysaire qui s'appelle l'ocytocine. Et je vous avais expliqué qu'elle agit à la fois sur les glandes mammaires et qu'elle agit aussi sur l'utérus parce qu'elle provoque des contractions de l'utérus. Donc au moment de l'accouchement, on va produire beaucoup d'ocytocine pour favoriser les contractions de l'utérus et expulser le fœtus. Et donc si on doit déclencher, on va artificiellement injecter à la mère dans ses veines de l'ocytocine. Alors après, on parle aussi d'accouchement eutocique ou dystocique. Alors eutocique, ça veut dire bon, c'est-à-dire quand l'accouchement se déroule tout à fait normalement. Par contre, quand il y a une difficulté qui intervient, on parlera d'accouchement dystocique, c'est-à-dire quand on est obligé de faire une épisiotomie ou quand on est obligé d'utiliser les forceps, on va parler d'accouchement dystocique. Alors, diapositive suivante, prise en charge à l'arrivée de la parturiente. Donc, cette femme enceinte là, qui a eu chez elle des contractions, qui pense que le moment est venu, que le bébé arrive, elle va se rendre à l'hôpital ou à la clinique, un service de maternité. Donc, on va d'abord faire un examen général. Alors, évidemment, ce n'est pas l'aide-soignante qui va s'occuper de tout ça, c'est pour vous expliquer comment ça va se passer. En général, c'est une sage-femme qui va prendre en charge la parturiente quand elle arrive en maternité. Mais vous pourrez participer
au regard de vos compétences. Donc, évidemment, là, comme on voit dans la diapositive, la surveillance des constantes, c'est tout à fait dans vos compétences. Donc, vous pouvez, si vous travaillez en maternité, en salle d'accouchement, vous pouvez tout à fait participer à la prise des constantes. Et même faire des bandelettes urinaires, parce que ça, les bandelettes urinaires, ça fait aussi partie de vos compétences. Donc, cette femme qui arrive, on va évidemment sortir son dossier, consulter son dossier, puisque la sage-femme qui va accoucher, des fois, n'est pas nécessairement celle qui a suivi la femme pendant toute sa grossesse. Donc, elle va sortir le dossier pour prendre connaissance des éléments importants. On va lui prendre, évidemment, le pouls, la tension, la température, parce que s'il y a une fièvre, c'est qu'il y a une souffrance et qu'il est temps que la personne accouche. Et on va surveiller surtout la tension artérielle. Si elle est supérieure à 14,9, il y a un risque d'hypertension gravidique. C'est ce qu'on appelle la crise d'éclampsie, qui peut être dramatique et pour la maman et pour le bébé. Mais on n'en parlera pas puisque là, aujourd'hui, nous parlons de l'accouchement normal, de l'accouchement eutocique. Et quand elle fait une crise d'éclampsie, voilà, il y a des maux de tête, des acouphènes, des phosphènes, c'est-à-dire des visions, des œdèmes, évidemment. Elle se met à avoir des œdèmes partout parce qu'il y a une insuffisance rénale qui s'installe. Et puis, elle a une sensation de barre en travers de l'estomac. Bon, ça c'était, voilà, pour la petite histoire, ne retenez pas ça, mais vous comprenez pourquoi c'est important de bien évaluer sa tension artérielle. Et puis on va rechercher, on va faire une bandelette urinaire en recherche de protéinurie, parce que justement dans les cas de crise d'éclampsie, il y a une présence de protéines dans les urines. Protéinurie, c'est la présence de protéines dans les urines. Et puis ça peut être un problème d'hypertension justement et un problème rénal. Alors, diapositive suivante, toujours la prise en charge à l'arrivée de la parturiente. La sage-femme, évidemment, va faire un examen obstétrical par un toucher vaginal et elle va justement évaluer comment est le col de l'utérus. Alors déjà, de quel type de présentation il s'agit? On parle de présentation, savoir est-ce que le bébé, au cours de la grossesse, s'est bien retourné et donc, normalement, il doit sortir par la tête. Donc ça, elle va, grâce au toucher vaginal, elle va pouvoir sentir si elle a affaire à une tête ou au contraire si c'est un bébé qui se présente en siège, c'est-à-dire par les fesses. Elle va regarder l'état du col. Est-ce qu'il est postérieur, intermédiaire, antérieur, long? Bon, ça, c'est des termes très, très techniques. Et puis, parce qu'un col qui serait un peu long, c'est un col qui n'est pas complètement effacé. Ça veut dire que l'accouchement ne va pas se faire tout de suite. Alors, est-ce qu'il est long? Est-ce qu'il est court ou effacé? Et puis la taille de la dilatation, c'est-à-dire si on a atteint les 10 cm, eh bien, ça veut dire que le bébé est en train d'arriver, le col est complètement effacé, complètement dilaté et que l'accouchement est prêt à se réaliser. Elle va regarder aussi s'il y a la présence d'un bouchon muqueux. C'est une pâte un peu épaisse, séro-sanglante. Et puis surtout, évaluer si la poche des os n'a pas été rompue. Elle va voir si la poche des os est toujours présente. Et au besoin, même si le col est très dilaté et que la poche des os n'est pas percée, elle peut parfois aussi percer la poche des os, ce qui va accélérer le processus d'accouchement. Alors, diapositive suivante, toujours sur la prise en charge à l'arrivée de la parturiente. Évidemment, on va aussi s'inquiéter de l'état du fœtus, du bébé dans le ventre de la maman. Donc, on va regarder s'il répond, s'il bouge, s'il est bien vif. Donc, on va chercher des mouvements actifs. Il suffit même une femme enceinte, elle peut provoquer des mouvements actifs chez son bébé. Il suffit d'appuyer un peu sur le ventre. Le bébé, évidemment, va réagir. On va regarder comment se présente le fœtus. On va mesurer la hauteur utérine, c'est-à-dire entre le pubis et sous les seins. La hauteur sous les seins, parce que quand on est enceinte, on a le ventre très gonflé, n'est-ce pas? L'utérus très, très dilaté. Donc, elle mesure depuis le haut de l'utérus, donc quasiment sous la poitrine, au niveau sternal, jusqu'au haut du pubis. Donc, normalement, à terme, on doit avoir une hauteur utérine entre 33 et 34 cm.
Et puis évidemment, il va y avoir un monitoring. Le monitoring, il a un double avantage, c'est-à-dire qu'il va déjà mesurer le rythme cardiaque du fœtus, qui doit être autour de 140 battements par minute. Et puis, on va aussi évaluer la force et le rythme des contractions utérines. Ça permet de savoir justement où en est la femme dans le travail. Alors, diapositive suivante, toujours la prise en charge à l'arrivée de la parturiente. On va faire certains soins à son arrivée. Évidemment, on va laisser à jeun la femme qui arrive, parce qu'il se peut que si l'accouchement est trop difficile, que l'on soit obligé de passer à une césarienne. Si on fait une césarienne, comme toute intervention chirurgicale, il faut que la personne soit à jeun. Donc on va l'allonger, on va la mettre sur un lit, on va l'aider à se déshabiller, la mettre en chemise d'hôpital. Et puis il va y avoir évidemment la pose d'une perfusion et un prélèvement sanguin avec plein de tests sanguins, le groupe sanguin, le résus, RAI c'est la recherche d'agglutinine irrégulière, NFS c'est la formule sanguine pour voir les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. L'hémostase, c'est ce qui est coagulation. Et puis, pour celles qui n'ont pas été immunisées, qui ne sont pas immunisées contre la toxoplasmose, on va faire un prélèvement aussi pour une sérologie toxoplasmose et éventuellement d'autres sérologies. Voilà, donc en gros, on fait tout un bilan parce que là, vous ne savez pas, c'est plutôt du rôle infirmier ou du rôle de la sage-femme, mais là, tout ce qu'on vous présente dans le bilan sanguin, ce n'est pas autre chose qu'un bilan préopératoire. Parce que dans l'éventualité que ça se passe mal, que ça se termine au bloc, pour une césarienne, il faut que tous ces prélèvements aient été faits avant. Et puis la pose d'une perfusion, comme on a dit. Alors, diapositive suivante. En salle de travail, on appelle ça la salle de travail, c'est-à-dire que c'est là où la future mère va attendre que l'accouchement s'annonce. On l'emmènera après. Non, c'est pas ça que je voulais dire. La salle de travail, c'est là où elle va accoucher, mais parfois on les met en attente, en salle de pré-travail. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Parfois, quand le col n'est pas très ouvert, que les contractions ne sont pas encore très très fortes, on peut mettre les femmes en attente dans un lit normal, en salle de pré-travail, et quand les choses s'accélèrent, en effet, on va emmener après la femme en salle de travail. Alors évidemment, on va continuer à surveiller la dilatation du col par TV, toucher vaginal régulier. Donc ça, c'est évidemment la sage-femme qui va le faire. On surveille les contractions utérines qui doivent devenir de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées à l'approche de l'accouchement. On évalue la douleur. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on va proposer à la femme de faire une péridurale pour la soulager. Et puis toujours, on surveille le rythme cardiaque fœtal. Donc je vous avais dit 140, donc il y a une fourchette entre 120 et 155 battements par minute. Voilà, le bébé, il faut qu'il reste dans cette fourchette-là. La poche des os sera rompue si elle ne s'est pas rompue spontanément avant que la femme arrive à l'hôpital. On va regarder la couleur, parce que plus c'est foncé, plus il y a risque de souffrance pour le fœtus. Et on va continuer à surveiller son pouce à tension et sa température. Diapositive suivante, toujours en salle de travail. Donc, selon la volonté de la mère, et s'il est encore temps, parce que des fois il y a des femmes qui arrivent trop tard et on ne peut pas poser de péridurale, on va en salle de travail, l'anesthésiste va venir poser la péridurale, c'est-à-dire qu'on va injecter un produit anesthésique au niveau de la moelle épinière grâce à un cathéter que l'on va placer. Donc c'est un très très fin tuyau, donc il faut ponctionner entre deux vertèbres et glisser un fin cathéter qui est placé dans l'espace péridural. Et on va, ce petit cathéter, il est relié à une seringue électrique qui va délivrer en continu un produit anesthésique. Alors, autrefois, on faisait des péridurales avec d'autres produits anesthésiques qui avaient tendance à engourdir complètement et la femme ne sentait plus rien. Alors, depuis plusieurs années, il y a un produit qui est un petit peu plus intéressant, la naropéine. C'est intéressant parce que ça calme bien les douleurs. Mais ça ménage quand même ça joue beaucoup sur la sensibilité plus que sur la motricité.
tant et si bien que la femme est bien calmée au niveau des douleurs. Elle ressent quand même un peu, mais de façon tout à fait supportable. Mais par contre, elle garde sa motricité. Donc quand on va lui demander de pousser et tout ça, elle va garder sa motricité. Et ça, c'est très très important pour qu'elle aide au moment de l'accouchement. Donc la péridurale, elle va se poser, on va attendre entre 2 contractions. C'est pour ça que si les contractions sont trop rapprochées, il est trop tard, la femme ne pourra pas bénéficier d'une péridurale. Donc entre 2 contractions, on la met en position demi-assise ou en décubitus latéral, un peu comme si on faisait une ponction lombaire, le dos bien courbé, et c'est l'anesthésiste qui va évidemment pratiquer l'acte. Vous pouvez, si vous travaillez en salle de travail, vous pouvez vous mettre de l'autre côté de la femme et la maintenir, surveiller son faciès, et puis lui parler, la rassurer. Voilà, donc vous pouvez avoir une action très active dans la pose de la péridurale. Il faudra bien évaluer, en effet, ensuite, la douleur pour régler la dose nécessaire. Mais ça, évidemment, c'est l'infirmière ou la sage-femme qui vont s'en occuper après. Alors, nous passons à la diapositive suivante, les étapes de l'accouchement. Donc, en effet, la première étape, c'est le travail. Et ça peut durer des heures et des heures, surtout quand c'est le premier accouchement. Donc, le travail, c'est l'ensemble des contractions utérines qui sont régulières, douloureuses et qui vont monter en intensité et en douleur. D'accord ? Puisque plus on approche du moment de l'accouchement, du moment de l'expulsion, on verra, plus l'utérus travaille et a des contractions de plus en plus intenses et de plus en plus rapprochées. Donc, la fréquence, en effet, on dit aux futurs accouchés de ne venir à la maternité que lorsqu'elles auront entre 5 et 10 contractions toutes les 10 minutes. Et puis, ce temps va se rapprocher. C'est-à-dire qu'une femme qui a une contraction toutes les heures ou toutes les demi-heures, ce n'est pas la peine qu'elle vienne à la maternité. Voilà, autant qu'elle reste chez elle. Mais en effet, quand ça commence à se rapprocher et qu'elle a une contraction toutes les 10 minutes, là, en effet, c'est le moment de venir à la maternité. Et puis, évidemment, ce délai va se raccourcir de plus en plus. On va avoir des contractions de plus en plus fortes, de plus en plus rapprochées, toutes les 3 à 5 minutes. Et ces contractions, évidemment, elles poussent le bébé vers le bas. Et évidemment, ça permet aussi, au niveau du col de l'utérus, il va se centrer, il va se dilater et s'effacer. Il n'y a plus vraiment de col, il s'efface, il va complètement s'ouvrir. Alors, on estime en moyenne la durée du travail entre 7 et 10 heures chez la primipare. La primipare, ça veut dire la personne qui a un accouchement, qui a une grossesse pour la première fois. C'est ça la primipare. Ensuite, la multipare, celle qui, à partir du 2e, 3e, 4e enfant, le travail en général se fait beaucoup plus vite. Bon, après ça, c'est des statistiques. Après, chaque femme est différente. Mais ça va beaucoup plus vite à partir du 2e. Alors, ce qu'on appelle le faux travail, c'est lorsqu'on a des contractions qui sont irrégulières. Qui sont irrégulières, qui sont d'intensité variable. C'est-à-dire, elles peuvent être fortes, rapprochées. Vous avez le sentiment que ça y est, le bébé va arriver. Et puis ça s'espace. Ou bien les contractions sont moins fortes. Et puis ça revient. Et puis ça repart. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le faux travail. Il y a des tas de femmes qui ont eu parfois du faux travail, quelques jours même avant l'accouchement réel. Donc c'est pour ça qu'on dit aux femmes, tant que l'intensité ne va pas en augmentant et que l'intervalle ne devient pas de plus en plus court, il est inutile de venir à la maternité parce que ça se sait tout de suite quand c'est un vrai accouchement. Les contractions deviennent de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées. Ça, c'est vraiment le signe que l'accouchement va bientôt se faire. Donc tout ce qui est irrégulier, ça monte, ça descend, ça s'en va, ça revient, tout ça c'est du faux travail. Alors, diapositive suivante, les étapes de l'accouchement, on va parler de l'expulsion. Donc, plusieurs heures de travail, et enfin, quand le bébé va commencer à s'engager et va commencer à sortir, là, on va parler d'expulsion. Donc, c'est l'ensemble des mécanismes qui vont aboutir à la sortie du fœtus. Alors, la première étape, c'est l'engagement, c'est-à-dire que la tête du bébé va passer, ou le siège, s'il se présente en siège, il va passer à travers le détroit supérieur du bassin. Donc c'est la partie à l'intérieur, le rond à l'intérieur qu'il y a, ce trou très large qu'il y a au niveau du bassin.
Et ça, c'est la partie supérieure. Ensuite, il y a la descente, c'est-à-dire que là, il va passer dans le détroit moyen du bassin. Donc là, il est en train de s'engager dans le bassin. Alors, il faut savoir que le bassin, au moment de l'accouchement, tout ça, ça s'écarte. C'est souple, ça s'écarte et ça laisse passer le bébé. Et enfin, va arriver le temps du dégagement ou de l'expulsion, à proprement parler. C'est-à-dire que là, le bébé va passer à travers le détroit inférieur du bassin. Là, il est vraiment en train de s'engager. Il est sur le point de sortir. Alors, diapositive suivante, toujours sur les étapes de l'accouchement. Donc, l'expulsion. Cette phase va durer... Alors, elle est un petit peu plus longue chez les primipares, parce que, comme on dit, le passage n'est pas encore fait. Donc, tout ça, il faut que la mécanique se mette en place. Chez les multipares, on a remarqué que ça allait beaucoup plus vite. L'expulsion, elle ne pourra se faire qu'à dilatation complète du col de l'utérus. Si le col de l'utérus n'est pas complètement ouvert, le bébé ne pourra pas sortir. Alors nous passons à la diapositive suivante, toujours sur les étapes de l'accouchement. On va arriver déjà, alors si le bébé se présente par la tête, là on va parler de façon classique, la plupart des enfants se présentent par la tête. Donc on va commencer, la tête va arriver en premier, ensuite il va y avoir le corps. Donc là, la sage-femme, c'est elle qui a appris à faire des manipulations particulières pour aider le bébé à sortir. Donc il va y avoir une rotation de la tête, elle va faire une rotation de la tête pour dégager une première épaule, et puis ensuite elle va dégager une deuxième épaule, et ça va permettre de sortir le tronc. Et le plus dur à passer, c'est la tête et les épaules. Une fois que la tête et les épaules sont passées, après le reste du corps, le bassin, les pieds, les jambes, les pieds, ça passe sans aucun problème. Alors nous passons à la diapositive suivante, les étapes de l'accouchement, toujours. On va parler d'extraction instrumentale. Alors malheureusement, parfois, spontanément, la tête ne va pas sortir, ça reste bloqué en cours de route. Donc là, les sages-femmes ne sont pas autorisées à utiliser des instruments, ça relève de l'obstétricien, donc du médecin. Donc on peut avoir des spatules, on peut avoir la ventouse, et on peut avoir aussi ce qu'on appelle des forceps, qui vont permettre l'extraction du fœtus. On va aider le fœtus, on va lui attraper la tête, puis on va légèrement tirer dessus pour l'aider à sortir. Alors, évidemment, on utilise des instruments dans certains cas. Donc, soit le problème, il vient de la mère, il est maternel, c'est-à-dire que, par exemple, il y a une insuffisance ou une contre-indication à pousser, parce qu'il faut, en effet, on va demander à la femme de pousser très, 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 très fort. Ou bien ça peut être un problème au niveau du fœtus, c'est-à-dire il y a une anomalie du rythme cardiaque, ou bien c'est un bébé prématuré. Voilà, donc ça c'est l'obstétricien qui prendra la décision d'utiliser des instruments pour aider à sortir le bébé le plus vite possible. Alors nous passons à la diapositive suivante, toujours sur les étapes de l'accouchement, on va parler d'épisiotomie. Alors, l'épisiotomie, c'est le fait de couper le périnée. Et ça permet justement d'agrandir le passage à la sortie. Et alors, le fait de faire une épisiotomie, alors ça a été la grande mode. À un moment donné, les épisios, c'est vrai qu'on est revenu un peu. Maintenant, on évite au maximum de faire des épisios parce que derrière, il y a quand même un temps de cicatrisation, des risques infectieux, des retards de cicatrisation et j'en passe. Ceci dit, on préfère faire une épisiotomie parce qu'une épisiotomie, ça permet de faire une coupure nette, franche, donc ça se suture mieux ensuite. Si on ne fait pas d'épisiotomie et que le périnée se déchire, il se déchire de façon très très irrégulière et après c'est très compliqué, très difficile après de raccommoder tout ça. Voilà, donc c'est pour ça que parfois on va être obligé de faire une épisiotomie pour éviter la déchirure du périnée. Donc voilà, elle est indiquée si le périnée est de mauvaise qualité, un tissu infecté, il est œdématié, il est déjà cicatriciel. Donc du coup, s'il y a déjà une cicatrice d'un premier accouchement, éventuellement, eh bien une cicatrice, ça permet une moins grande élasticité. Donc parfois on est obligé de repratiquer une épisiotomie. La macrosomie fœtale, c'est-à-dire un bébé qui aurait plus de 4 kg. Donc là, c'est un gros bébé. Donc qui dit gros bébé, c'est plus
L'ouverture doit être plus grande pour qu'il sorte. Ça peut être une présentation postérieure de la tête, c'est-à-dire normalement il doit sortir le bébé et présenter sa face. Là, s'il se présente comme s'il a vu le cou, le menton qui revient vers le cou. Donc là, s'il se présente la tête de façon postérieure, ça présente un plus gros diamètre de la tête. Donc du coup, ça nécessite plus de place. Et puis évidemment, on va pratiquer une épisiotomie lorsqu'on doit utiliser des instruments ou faire des manœuvres même manuelles quand on est obligé, quand le bébé ne sort pas et qu'on va être obligé d'aider la maman. Eh bien, on va faire une épisiotomie pour pouvoir mieux accéder, mieux attraper le bébé, tout simplement. Alors, nous passons à la diapositive suivante, toujours sur les étapes de l'accouchement. On va arriver sur la délivrance. Donc, ça y est, le bébé est sorti, tout va bien, on a coupé le cordon. Et puis, dans les 30 minutes qui suivent l'accouchement, eh bien, il va falloir que la femme expulse le placenta. Il va falloir qu'il sorte le placenta. Il ne peut pas rester dedans. Donc, soit elle va le faire spontanément, soit on va le diriger, ou soit on va aller chercher le placenta à l'intérieur pour l'aider à sortir. Donc c'est tout ce qui est placenta et les membranes, c'est-à-dire la poche qui contenait le liquide amniotique. Donc nous passons à la diapositive suivante, toujours sur les étapes de l'accouchement, toujours à propos de la délivrance. Évidemment, la sage-femme, quand la femme, pour que le placenta sorte, alors s'il sort de façon naturelle, la femme se remet à avoir des contractions. Donc, vous avez des contractions douloureuses, le bébé est sorti, et là, à nouveau, elle se remet à avoir des contractions pour que l'utérus expulse le placenta. Le problème, c'est que le placenta, il adhère à la paroi de l'utérus, et lorsqu'il est expulsé, ça s'arrache, entre guillemets, et le gros risque, c'est l'hémorragie au niveau de l'utérus, qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance. C'est-à-dire que l'utérus, il faut qu'il expulse le placenta, et après, il faut qu'il continue à avoir des contractions pour se rétracter. Et en se rétractant, l'utérus, ça empêche l'hémorragie. Malheureusement, chez certaines femmes, ça ne se passe pas comme ça. L'utérus est peu contractile, il se met à saigner, et ça peut être dramatique. C'est pour ça que, maintenant, on sait maîtriser tout ça, et on va parfois être obligé d'injecter de l'ocytocine pour une bonne rétraction utérine. Alors c'est vrai que de toute façon, en général, systématiquement, on n'attend pas qu'il y ait une hémorragie. Systématiquement, les femmes qui viennent d'accoucher, on va leur injecter de l'ocytocine pour la rétraction utérine, pour que ça se fasse bien. Après, peut-être on met plus de doses pour les femmes pour qui ça réagit moins bien. Voilà, donc le risque. Alors, on va faire ce qu'on appelle une révision utérine, c'est-à-dire la sage-femme, elle s'assure, déjà elle va regarder le placenta, s'assurer qu'il n'y a pas un morceau qui soit resté dedans. D'ailleurs, je vous renvoie au cours sur la grossesse, où on vous montrait justement une image de placenta. Donc elle s'assure qu'il est intègre, qu'il est bien entier, qu'on a bien les membranes. Et si toutefois elle a un doute, elle va faire une révision utérine pour aller récupérer les morceaux qui pourraient rester à l'intérieur. Parce que si ça reste à l'intérieur, le risque, évidemment, c'est l'infection. Et voire la septicémie, voire ça peut être très très grave. Alors, nous passons à la diapositive suivante. Maintenant, on va s'occuper du nouveau-né qui vient de naître. Donc, le nouveau-né en salle de naissance. Donc, évidemment, le bébé, il a été alimenté par son cordon ombilical relié au placenta. Tout ça, maintenant, ça n'a plus de secret pour vous. Le placenta lui a permis d'apporter, et le cordon ombilical lui a apporté tous les nutriments, les anticorps, l'eau et surtout les gaz. A permis les échanges de gaz, de CO2 et d'oxygène. Donc tout s'est fait par le cordon ombilical, évidemment. Là, le bébé vient de naître. On a coupé le cordon ombilical. Ça veut dire que le bébé, il va falloir qu'il soit autonome dorénavant pour s'alimenter. Et puis surtout, la première des choses, le plus urgent, c'est qu'il faut qu'il soit autonome pour respirer. Donc il va falloir qu'il s'adapte au niveau cardio-pulmonaire à la vie en dehors de l'utérus. Alors, on va pratiquer un score d'Apgar. On va voir juste après le tableau, comme vous allez mieux comprendre.
On va pratiquer un score d'Apgar alors à plusieurs reprises, à 1, 3, 5 et 10 minutes de vie. Et on va voir que l'Apgar est coté à 10. Alors on va voir hein, s'il a un score d'Apgar immédiatement à 10. Voilà, tout va bien. Mais s'il n'obtient pas 10 dans les premières minutes, hein, on va recontrôler à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il ait un score satisfaisant. Alors, on passe à la diapositive suivante, toujours le nouveau-né en salle de naissance. Et là, on a le tableau du score d'Apgar. Alors, vous voyez tout en haut, on va coter 0, 1 ou 2. Et puis, dans la première colonne à gauche, on va mesurer la fréquence cardiaque, la respiration, le tonus, la réactivité et la coloration. Donc, on a 5 critères. Et vous avez compris que dans la dernière colonne à droite, qui sont cotés 2, c'est que tout va bien. Donc, les 5 critères cotés à 2, on doit donc obtenir, si le bébé va bien, on doit donc obtenir un résultat à 10. Alors, on va les reprendre un par un. Vous voyez, la fréquence cardiaque. Hein, s'il est inférieur à 80 chez un adulte, pas de souci, mais pas pour un bébé. Hein, on avait vu que le fœtus, déjà dans le ventre de sa mère, il est entre 120 et 155. Hein, donc, vous imaginez, inférieur à 80, c'est beaucoup trop bas. S'il est entre 80 et 100, il sera coté à 1. Il faut qu'il soit supérieur à 100 pour être coté à 2. La respiration, 0 si elle est absente, 1 si elle est lente, irrégulière, 2 si on a un cri vigoureux. Le tonus, si le bébé est hypotonique, 0. S'il y a une légère flexion, il sera coté à 1. S'il a un bon tonus, il sera coté à 2. Au niveau de la réactivité, s'il ne réagit pas, c'est 0. S'il grimace, c'est 1. S'il a une réactivité vive, hein, je vous raconterai une petite blague d'ailleurs, ma petite blague favorite sur le bébé qui vient de naître, mais ça ce sera pour plus tard. Vous me le redemanderez au mois de juin. Et puis au niveau de la coloration, hein, s'il est cyanosé ou pâle, hein, ça c'est mauvais signe. Si c'est imparfait, ce sera 1. Et évidemment, s'il est bien rose-rouge, hein, parce que c'est même un peu bien rose, hein, bébé bien rose violacé même. Voilà, c'est que tout va bien, c'est que les tissus sont bien irrigués. Alors nous passons à la diapositive suivante, soins au nouveau-né. Donc, évidemment, hein, il vient de sortir, le bébé, il va falloir qu'il trouve son autonomie, le cordon ombilical, tout ça, il n'en a plus besoin. Donc il va falloir le clamper. On le clampe avec 2 pinces, 2 clampes, 2 pinces. Et on va couper entre les deux. Donc le bébé va rester pendant plusieurs jours avec son petit bout de cordon ombilical et sa petite pince. Et tout ça finira quelques jours après, son cordon va tomber. Alors évidemment, on vérifie bien que dans le cordon ombilical, il y a bien 2 artères, une veine. Et on va mettre le fameux clan de barre à environ 3 cm de la base du cordon au niveau bébé, évidemment. Pas au niveau du placenta, ça on n'en a plus besoin parce que de toute façon tout ça, ça ne servira plus. Alors diapositive suivante, toujours dans les soins au nouveau-né. Évidemment, le bébé, il est à 37 dans le ventre de sa mère. Quand il sort, il n'est pas en capacité de se réchauffer tout seul. Il va falloir faire attention à ce qu'il ne tombe pas en hypothermie. Donc il va falloir rapidement, on va l'essuyer, le sécher et on va le recouvrir d'un linge sec, même des fois chaud. Et on va le donner après à la maman. Et c'est très important dès la naissance de mettre le bébé sur le ventre de la maman, de lui donner son bébé le plus rapidement possible, puisque on se rend compte que c'est important pour établir la relation mère-enfant dès l'accouchement. Alors, diapositive suivante, les soins au nouveau-né, toujours. On va lui mettre un bracelet d'identification. Parce que ça c'est dans les films, les bébés qu'on échange et tout. Alors, oui, autrefois il y a eu des histoires comme ça. C'est bien pour ça que maintenant on fait très très attention. On va mettre le nom, le prénom, s'il a été choisi, le sexe, la date et l'heure de naissance de l'enfant. Alors on va s'assurer qu'au niveau bucco-pharyngé, que l'enfant est bien, que les orifices sont bien libres, que le bébé va bien pouvoir respirer au niveau à la fois buccal et au niveau des orifices des narines, s'assurer que tout ça est bien perméable et va bien laisser passer l'air. Donc on va désobstruer au besoin et on a des toutes petites sondes qui permettent. Puis le bébé, quand il est passé au moment de l'accouchement, parfois il a inhalé du liquide amniotique ou du sang, des sérosités.
Donc c'est important de bien désobstruer, de bien aspirer tout ce qu'il aurait pu inhaler au moment de l'accouchement. Alors, diapositive suivante, toujours sur les soins au nouveau-né, on va faire ce qu'on appelle le test à la seringue, c'est-à-dire que l'on va injecter un petit peu d'air dans l'estomac de l'enfant. Ça, c'est la sage-femme, évidemment, ou l'obstétricien qui va faire ça, le médecin. Donc, on injecte un petit peu d'air dans l'estomac, on s'assure justement que tout est bien perméable. C'est-à-dire si on va mettre le stéthoscope sur le ventre du bébé, on va injecter de l'air et on doit entendre un glou-glou qui montre bien que quand on injecte de l'air, l'air arrive bien dans l'estomac. Donc s'assurer qu'il n'y a pas une atrésie de l'œsophage, parce que s'il y avait une atrésie de l'œsophage, c'est-à-dire que l'œsophage est tout resserré ou fermé, et ça veut dire que le bébé, vous aurez beau l'alimenter, il n'y a rien qui va passer. Donc ça peut être grave. Alors on passe à la diapositive suivante, toujours sur les soins au nouveau-né. On va mettre un collier dans les yeux qui est orange pour prévenir les gonococcies ophtalmiques, parce que le bébé, il est né comme ça, il est passé, vous imaginez, dans des endroits qui sont quand même pas très, très propres. Et donc pour prévenir les infections oculaires, on va lui mettre ce petit collier. C'est pour ça que peut-être que si parmi vous... Alors je ne sais pas si ça se fait encore, je pense que oui. C'est pour ça que le bébé a les yeux tout orange quand on le voit dans les premières heures. On va lui injecter de la vitamine K1, c'est pour éviter des risques hémorragiques. Et puis on s'assure aussi que l'anus est bien troué, la perméabilité anale, c'est-à-dire on va enfiler un petit bout de sonde pour s'assurer que l'anus est bien percé, puisque quand il va commencer à s'alimenter, il va falloir aussi qu'il fasse ses besoins naturellement. Alors, diapositive suivante, toujours sur les soins au nouveau-né. On va le peser, on va le toiser, c'est-à-dire qu'on va le mesurer. Alors, on ne baigne plus les enfants maintenant. On va essuyer comme ça grossièrement et on va l'examiner, s'assurer qu'il n'y a pas de malformation. Le médecin va évidemment examiner ce nouveau-né. Donc, pas de bain, ça se faisait autrefois, maintenant c'est fini. On va l'essuyer, au contraire. On lui laisse le myconium, ça le protège au contraire des infections extérieures. Donc on va le laisser, et même à la maternité, les premiers jours, on ne va pas baigner l'enfant. Par contre, ce qu'on va faire, c'est une mise au sein précoce pour les mamans qui veulent allaiter, puisque ça va déclencher la sécrétion de colostrum. Le colostrum, c'est ce lait qui est très riche en énergie et surtout très riche en anticorps. Donc celui-là, il est très très important, le colostrum. Il y a des femmes parfois qui allaitent juste au début pour donner le colostrum, mais qui s'arrêtent là parce qu'elles ne souhaitent pas allaiter, mais elles veulent au moins donner le colostrum. C'est vrai que si déjà il peut profiter de ça, c'est déjà bien. Alors nous passons à la diapositive suivante. Voilà, là on s'est occupé du bébé. Maintenant on va faire la surveillance de l'accouché après la délivrance. Donc la femme va être surveillée en salle de naissance pendant 2 heures après l'accouchement. Voilà, parce qu'elle ne repartira pas tout de suite dans le service de maternité, parce qu'on peut avoir des problèmes, des complications qui arrivent rapidement. Donc on la surveille. On va surveiller évidemment le pouls, la tension, la température, sa coloration, la diurèse, et puis s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de saignement trop important, parce que si elle se mettait à trop saigner, c'est qu'elle est en train de faire une hémorragie de la délivrance. Nous passons à la diapositive suivante, le postpartum. Alors le postpartum, c'est la période qui va de l'accouchement jusqu'au retour de couche. Le retour de couche, c'est-à-dire quand la femme va à nouveau avoir ses règles. Donc, en moyenne, 6 à 8 semaines après l'accouchement, la femme va refaire un nouveau cycle, va avoir à nouveau ses règles. Quand elle allaite, c'est retardé. On sera plus sur une période de jusqu'à 16 semaines quand la maman allaite. Alors, nous passons à la diapositive suivante, la physiologie des suites de couches. Alors, dans les premiers jours, évidemment, il va y avoir ce qu'on appelle l'involution utérine, parce que cet utérus qui mesurait jusqu'à 33-34 cm,
il va falloir qu'il retrouve sa taille initiale qui est d'environ 7 cm. Donc c'est ce qu'on appelle l'involution utérine. Elle est très très rapide les 2 premières semaines. C'est vrai que l'utérus va beaucoup régresser les 2 premières semaines. Mais pour avoir un utérus qui revienne à sa taille normale, il faut compter au moins 2 mois. Alors ce sont les contractions utérines qui vont permettre justement de diminuer la taille de l'utérus, faire cette involution. Alors, ces contractions, c'est pour ça que la femme, même après l'accouchement, peut avoir des contractions parce que l'utérus va se résorber comme ça progressivement. Donc, rien d'anormal que d'avoir de temps en temps des contractions utérines. Alors, quand le bébé allaite et la succion du sein va provoquer la sécrétion d'ocytocine, déjà pour permettre l'excrétion du lait, comme on l'avait vu en endocrino. Et puis, cette ocytocine va aussi avoir l'avantage de continuer à agir sur l'utérus et provoquer des contractions. C'est pour ça que quand on allaite le bébé, et surtout au début, tant que l'utérus n'est pas revenu à sa taille normale, eh bien, la mise au sein, souvent, ça provoque des contractions utérines au même moment. C'est parce que le bébé, il tète, et ça provoque des décharges d'ocytocine. Mais ça a le double avantage, cette ocytocine, c'est qu'elle permet de faire sortir le lait au niveau des glandes mammaires, mais elle permet aussi donc de résorber l'utérus beaucoup plus rapidement que les femmes qui donneraient le biberon. Voilà, c'est le petit avantage. Alors, diapositive suivante, toujours dans la physiologie des suites de couches, on va parler des lochies. Les lochies, ce sont des saignements, ce sont des écoulements sérosanglants qui vont durer entre 3 à 4 semaines. C'est pour ça que la femme va être obligée de mettre des protections anatomiques pendant 3-4 semaines après l'accouchement. Pendant 9 mois, vous n'avez pas eu vos règles. Ouais, c'est super, c'est génial. Là, je peux vous dire, vous avez vos règles pendant 3-4 semaines. Bon, alors, ça se tarit, c'est très abondant. C'est très sanglant au début. Et puis, ça diminue progressivement en quantité. C'est de moins en moins sanglant. C'est plutôt séreux. Et puis, ça va comme ça progressivement se tarir. Alors, là où la femme doit s'inquiéter, c'est si elle a, durant cette période-là, de la fièvre, et surtout si les lochies commencent à avoir une odeur fétide, suspecte, nauséabonde. Là, il faut vraiment s'inquiéter, il faut qu'elle aille consulter parce qu'elle est peut-être en train de faire ce qu'on appelle une endométrite, c'est-à-dire tout simplement une infection au niveau de l'utérus. Alors, nous passons à la diapositive suivante, la physiologie des suites de couches, toujours. La reprise du tonus des muscles superficiels du périnée, ça dépendra de comment se sera déroulé l'accouchement, si la femme a eu une épisiotomie ou pas. Évidemment, on recommande fortement, ça c'est presque un impératif, de faire de la rééducation périnéale ultérieurement, après l'accouchement, pour pouvoir retrouver un certain tonus au niveau du périnée. Alors, nous passons à la diapositive suivante. On va avoir malheureusement parfois ce qu'on appelle des petits ennuis, des suites de couches. Alors, petits ennuis, oui, si on veut. La thrombose veineuse profonde, là, c'est un gros ennui. La période post-accouchement est une période très à risque pour la femme enceinte de faire une thrombose veineuse profonde. Donc, les femmes en maternité, si vous travaillez en maternité, il faut vraiment surveiller tout signe d'apparition d'une thrombose veineuse au niveau des mollets. Donc ça, c'est quotidien, même pluriquotidien, s'assurer qu'elle n'est pas en train de faire une thrombose veineuse. Après, évidemment, dans les jours qui vont suivre, quand elle va reprendre la marche, quand elle va... Après, le risque va s'estomper. C'est vraiment dans les premiers jours. Ensuite, évidemment, on va avoir... la femme vient d'accoucher, vous imaginez, tout ça s'est distendu, le méa urinaire s'est distendu, on peut avoir des troubles mictionnels. Alors, soit des problèmes de rétention, ça c'est plus en lien avec une péridurale. Donc, quand on évidemment, une fois qu'elle a accouché, on enlève la péridurale. On va s'assurer de la reprise de la miction après la péridurale, puisque là, il pourrait y avoir la rétention, c'est toujours un signe de trouble neurologique. Donc, la péridurale, souvenez-vous, on a expliqué que c'était dans l'espace péridural qu'on avait injecté des produits d'anesthésie. Donc, il peut y avoir des complications neurologiques et la femme qui n'urine pas, ça pourrait être inquiétant. Donc, on va être obligé de faire un sondage, évidemment, pour évacuer l'urine de la vessie. À l'inverse, elle peut aussi avoir, et là c'est
très fréquent, hein, les problèmes d'incontinence. Alors, avec la reprise du tonus du périnée et la rééducation périnéale, ce sont des problèmes qui vont se résorber rapidement. Et puis attention, hein, elle peut être sujette à des infections urinaires, donc bien surveiller qu'elle n'ait pas des brûlures mictionnelles et surveiller l'odeur et l'aspect des urines. Et puis les problèmes de constipation. La meilleure manière d'éviter la constipation, c'est le lever précoce, une bonne hydratation, une alimentation riche en fibres. Tout ça, vous connaissez par cœur. Évidemment, hein, au début, elle vient d'accoucher, elle a tendance à rester alitée. Et puis surtout, s'il y a eu épisiotomie, elle appréhende. Hein. Souvent, c'est ça, hein, c'est de l'appréhension. Elle appréhende d'aller aux toilettes, hein, elle appréhende la défécation, parce que ça peut être douloureux. Donc du coup, ça favorise une femme qui a une épisiotomie. Faites très attention parce que du coup, c'est un facteur qui va favoriser la constipation. Nous passons à la diapositive suivante, l'allaitement. Alors, je ne vais rien vous dire parce que vous aurez, j'espère au mois de juin, Madame Caillard qui était déjà venue vous parler du développement psychomoteur de l'enfant. Elle vous parlera de l'allaitement. Un petit peu de l'allaitement artificiel, mais surtout beaucoup de l'allaitement naturel, maternel, hein, la mise au sein et tout ça, elle vous en reparlera. Nous passons à la diapositive suivante, le baby blues. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal, c'est le basculement hormonal hein, qui va provoquer ça. Il est très fréquent, c'est à peu près 3 jours, 3e jour après l'accouchement, au moment de la montée laiteuse. Voilà, c'est un état dépressif. Alors, il ne faut pas s'inquiéter, il est transitoire. Donc, il faut s'occuper de l'accoucher, c'est normal. Nous, en tant que professionnels, on va rassurer hein, la femme en disant c'est normal, c'est le basculement hormonal. En général, ça va durer 24 heures, oui. Elles se sent dépressives, elles ne veulent pas voir son bébé, elles se sentent mauvaise mère, alors qu'elles devraient être heureuses. Voilà, alors l'entourage ne comprend pas. Mais t'as un bébé, t'as un joli bébé, tout s'est très bien passé, mais pourquoi elle déprime, ma femme, pourquoi ma sœur Bon, c'est normal, c'est le basculement hormonal. Ça ne dure pas très longtemps. Voilà, on va la cocooner, on va la chouchouter, on va la rassurer. Alors, si ça persiste, hein, parce qu'on a des baby blues qui persistent, on peut proposer un soutien psychologique. Alors, évidemment, chez les femmes qui ont des psychoses, on a des fois des événements dramatiques, mais là, on est prudent parce qu'on connaît le profil psychologique de la femme qui va accoucher. Donc, dans les cas de pathologie mentale, hein, chez les femmes qui ont des psychoses déjà à la base, on fait très attention parce qu'il peut y avoir la psychose puerpérale et ça peut aller jusqu'à l'infanticide. Bon, là, je vous donne des cas vraiment extrêmes. Et en général, voilà, on les surveille de près, ces femmes-là, puisqu'on sait qu'il y a un risque majeur. Chez les autres femmes qui ont un baby blues, vous n'allez pas assassiner votre bébé parce que vous avez un baby blues qui va durer 1 jour ou 2. Pas d'inquiétude. Diapositive suivante et terminale, l'examen post-natal. Donc évidemment, après le 2 mois environ après l'accouchement, la femme reviendra voir soit une sage-femme, soit l'obstétricien. On va s'assurer que tout est revenu à la normale, hein, qu'il y a une bonne involution utérine. On va tester le tonus périnéal et si jamais le périnée n'est pas très efficace, le médecin va prescrire du coup de la rééducation. Et puis, on va s'assurer aussi si la femme a fait des problèmes pendant la grossesse, notamment je pense au diabète gestationnel. On va s'assurer que tout est revenu dans l'ordre. Si elle a fait de l'hypertension gravidique, on va s'assurer aussi que la tension est revenue dans la norme. Et c'est le moment où le médecin va proposer un moyen de contraception, puisque là, on est quand même à 8 semaines après l'accouchement. Hein, on va avoir le retour de couche. Donc, si la femme n'a pas envie de remettre le couvert et de retomber enceinte immédiatement, parce qu'il y en a plus d'une qui s'est fait avoir, évidemment, c'est le moment de proposer une contraception. Voilà, on n'en dira pas plus, on va s'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt.